Cette émission vous est Chaque présentée année, avec on vidéo rapporte une description. centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'aurais jamais pensé, à travers tout le monde, que je pouvais connaître pas une personne comme elle, dans un endroit comme ici, sécuritaire, porte barrée, caméra de surveillance. C'est la preuve qu'on ne connaît pas le monde qui nous entoure. Je sais que sa vie était un peu rock'n'roll, là. Puis pourtant, il n'y a rien qui paraissait de ça dans le day-to-day, là. Tout son environnement lui renvoyait une image qui n'avait aucun rapport avec celle de la façon dont lui se voyait. Tout son environnement lui disait « il y a quelque chose qui ne va pas, tu es en train de passer à côté de ta vie ». Le vendredi 4 janvier 2013, dans le quartier du Vieux-Port de Québec, Linda McInnis rentre chez elle après une journée passée dans un centre de la petite enfance où elle travaille comme éducatrice. Linda se prépare à aller à Montréal pour assister aux funérailles du père de sa meilleure amie. Mais la femme ne se rendra jamais à la cérémonie. Une semaine plus tard, ses proches s'inquiètent. Le 12 janvier, c'est une sœur de Mme McInnis qui est venue à Québec pour rendre des nouvelles de sa sœur parce que Linda McInnis devait se rendre à des funérailles puis elle ne s'était pas présentée. Alors, sa sœur a tenté d'entrer en contact avec elle pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, sans réponse, elle est venue à Québec. Elle s'est rendue, elle avait une clé de son appartement. La sœur de Linda McInnis s'apprête à faire une découverte qui déclenchera une enquête de grande envergure tenant en haleine les policiers les plus aguerris de la ville de Québec. En entrant dans l'appartement, la sœur de Linda McInnis remarque des détails qui l'intriguent. Elle voit là un chapeau, des gants qui étaient restés sur place, ses bottes étaient là, et puis il y avait un pot de sirop d'érable comme si on était en train de faire du transvidage et puis qu'elle aurait quitté subitement. Toutes ces choses-là l'ont inquiétée. Elle décide alors de contacter les autorités. Dans les instants suivants, un premier enquêteur se rend chez Linda. Dans un premier temps, ça va être vraiment là, de rencontrer l'entourage immédiat de la personne, sa famille proche, les amis proches, essayer de voir un peu là, c'est quoi son état d'esprit, était-elle suicidaire, est-ce le type de personne à partir sans prévenir, à aller dans des endroits sans en aviser ses proches. Linda McInnis naît le 4 août 1954 à Montréal et grandit dans une famille qui compte 4 enfants. Elle a 21 ans lorsqu'elle rencontre un homme dont elle devient amoureuse. Elle occupe alors de petits emplois. En 1983, Linda met au monde une fille et connaît alors des jours heureux auprès de sa petite famille. Mais en 1989, son conjoint la quitte et Linda commence à éprouver des difficultés financières. Mais Linda ne se laisse pas abattre. Dans la mi-trentaine, elle retourne sur les bancs de l'école. Après avoir décroché son diplôme d'études collégiales en éducation, elle obtient rapidement un emploi dans un centre de la petite enfance. Ce qu'on a appris concernant Mme McInnis durant notre enquête, en rencontrant ses proches, c'est que c'est une dame qui a une vie très rangée. Elle travaille dans une garderie du lundi au vendredi. Elle n'a pas un gros cercle d'amis. Elle s'entraîne, elle fait du sport. En 2004, Linda a 50 ans. Sa fille vit maintenant aux États-Unis
et la femme décide de quitter Montréal. Elle s'établit à Québec, où elle achète un condo dans le Vieux-Port. Malgré sa timidité, Linda se fait remarquer par ses nouveaux voisins, qui se prennent rapidement d'affection pour la femme. Linda, c'est une personne qui voulait être autonome, qui ne voulait pas déranger, qui ne demandait pas de service ou quoi que ce soit. Si on pensait qu'on voulait lui rendre service, puis qu'on pensait qu'elle pouvait avoir le besoin de quelque chose, il fallait lui offrir. Parce que c'est pas la personne qui serait venue au-devant pour demander. Vers le milieu des années 2000, Linda fait l'acquisition d'un chalet dans la région de Portneuf. Célibataire et heureuse de sa vie solitaire, elle ne dévie qu'exceptionnellement de la routine qu'elle a établie. C'est une dame qui n'est pas sur des réseaux de contacts, qui va pas s'aventurer à inviter des inconnus. Elle a un style de vie qu'on pourrait décrire comme très sain. C'est une personne qui est prévoyante, c'est une personne qui va jamais partir sans prévenir. Donc, c'est une dame sans histoire qui mène une vie très paisible. Avec les informations recueillies, l'enquêteur exclut l'hypothèse de la fugue ou du suicide. La femme aurait-elle pu être victime d'un acte criminel? Dans la croyance populaire, il arrive aux gens de penser qu'on attend un 48, un 72 heures avant d'entamer le protocole de recherche, mais ça, c'est faux. Quand c'est des personnes vulnérables, des personnes soit qui ont des handicaps physiques ou mentaux, les jeunes enfants, ou des personnes qui ont des styles de vie extrêmement sains, que c'est pas dans leur habitude de quitter sans prévenir ou tout ça, le protocole s'engage immédiatement. Le 12 janvier, alors qu'on fouille l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs questionnent ses voisins. Ils apprennent que 5 mois plus tôt, l'appartement de Linda McInnis avait subi d'importants dégâts d'eau qui l'avaient forcé à déménager temporairement. C'est quelque chose qui la rendait là, très nerveuse. Là. On voyait que son humeur, puis qu'elle était tendue, puis que tout était toujours à la course. Pourrait-il y avoir un lien entre la disparition de la femme et ce départ imprévu? Les enquêteurs retiennent que les voisins de Linda ignoraient où elle habitait durant cette période. Malgré le temps que ça faisait que je la connaissais, on pouvait discuter seulement en se croisant, là, soit à l'extérieur ou dans les passages ou quoi que ce soit. Puis, on discutait de tout et de rien, là, mais elle était quand même là, bien discrète sur sa vie. À l'appartement de Linda, un enquêteur recherche un indice qui permettrait de faire avancer l'enquête. Il écoute les messages enregistrés du répondeur. Celui de son employeur, s'inquiétant de son absence le 7 janvier, 5 jours plus tôt, lui permet de préciser la journée de sa disparition. L'enquêteur contacte alors l'employeur de Linda. Donc, elle est allée travailler vendredi, le 4 janvier, et puis elle avait quitté la garderie là, vers 17 heures. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vérifier les bandes vidéo de l'immeuble où Mme McInnis habite, parce qu'on a eu la chance dans cette enquête-là qu'il y a des caméras de surveillance aux 2 extrémités de l'immeuble. Au même moment, des enquêteurs trouvent la voiture de Linda abandonnée dans un stationnement industriel situé à 1,5 km de son appartement. De curieux détails les amènent à se questionner sur l'identité de son dernier conducteur. Pour nous, trouver une voiture avec un capot ouvert, ça faisait pas vraiment de sens. Si c'était la dame, c'était Mme McInnis qui avait conduit, elle connaît son véhicule. Si elle veut accéder au haillon arrière, ben elle se trompera pas de manette avec le capot à l'avant. Donc, c'est ce qui nous a un peu indiqué que la personne n'était pas nécessairement familière avec des véhicules. Les enquêteurs concentrent leurs recherches autour de l'appartement de Linda McInnis et de l'endroit où son véhicule a été retrouvé. On fait un rayon de 300 mètres autour de ces 2 points et notre unité là, de soutien en recherche vont faire des battues avec des GPS, avec le maître chien. Ils vont fouiller les contenants à déchets et puis ils vont récupérer tous les caméras de surveillance de tous les commerces possibles. Les enquêteurs réquisitionnent également les caméras de surveillance du ministère des Transports, placées sur les routes qui conduisent de l'appartement de Linda au stationnement.
La première vidéo qui a été récupérée, c'est l'endroit où le véhicule a été abandonné. Alors, sur ce vidéo-là, on voit une voiture entrer dans le stationnement et puis aller stationner complètement au fond, alors que le stationnement est complètement libre. Et puis, on voit une personne qui va quitter le stationnement. Les enquêteurs parviendront-ils à identifier le chauffeur qui a conduit la voiture de Linda McInnes? Le 12 janvier 2013, à Québec, la sœur de Linda McInnes rapporte sa disparition aux autorités. Dans les heures suivantes, des enquêteurs retrouvent son véhicule abandonné. On déploie alors un important dispositif pour la retrouver. Le lendemain, ses voisins remarquent une activité policière accrue autour de son appartement. J'allais encore à ma chute à déchets à l'autre extrémité du passage. J'ai vu que la porte était ouverte puis qu'il y avait un policier sur place. Donc, avec la connaissance des policiers qui étaient venus la veille au soir, j'ai vu qu'il y avait une surveillance, une protection de scène. Alors que des techniciens ratissent l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs continuent de visionner la 60aine d'heures de bandes vidéo réquisitionnées. Le 14 janvier, ils trouvent finalement des images d'une importance capitale pour la suite de l'enquête. On s'est rendu compte que dans la soirée du vendredi, Madame McInnes revient du travail et puis là, on va la voir aller venir dans le corridor de l'étage où elle habite, faire du lavage, aller au recyclage, porter des choses. Et puis, elle va être vue la dernière fois sur ces caméras-là vers 21h29. Les enquêteurs remarquent alors qu'un homme entre dans l'immeuble quelques minutes plus tard, soit à 22 heures. À ce moment-là, on pense que c'est quelqu'un qui peut demeurer là ou à tout le moins avoir des connaissances dans l'endroit parce que la personne rentre à travers une porte qui est sécurisée, se rend à la boîte aux lettres, ramasse du courrier et après ça, descend dans un étage plus bas. L'homme sur la bande vidéo ressemble étrangement à l'individu aperçu abandonnant la voiture de Linda McInnes. Cette découverte change le point de vue des enquêteurs. Une fois qu'on a parlé avec la famille, on a parlé avec les amis, tout le monde nous mentionne que Mme McInnes n'est pas dépressive, prend pas d'alcool, prend pas de médicaments, qu'on voit qu'il n'y a aucune activité sur ses cartes de crédit, que le véhicule est retrouvé à un endroit qui n'est pas supposé être et qu'on a des images d'une personne qui pourrait être suspecte, qui a vraiment un comportement suspect, bien là, on tombe officiellement dans l'enquête de meurtre à ce moment-là. À la recherche d'un suspect, les enquêteurs obtiennent alors une liste de tous les propriétaires de l'immeuble. Dans un dossier qu'on considère important, très majeur comme celui-là, on va exiger de rencontrer tout le voisinage. On ne se contentera pas de laisser une carte dans la porte puis dire ils nous rappelleront s'il y a de quoi. Les enquêteurs interrogent les propriétaires et les occupants de l'immeuble où logeait Linda. Ils leur montrent des images de l'homme aperçu sur les bandes vidéo, dans l'espoir qu'il soit reconnu. Mais la tâche s'annonce ardue. Un policier de la Ville de Québec qui a communiqué avec moi. Je me suis rendu au poste. On a regardé, il m'a fait visionner des photos qui provenaient de différentes caméras de surveillance. Par contre, c'est un personnage que je ne connaissais pas ou ne reconnaissais pas. Parce qu'il faut penser aussi là, que c'était des photos extérieures, qu'il y avait un manteau d'hiver, qu'il était coiffé et tout. Le 16 janvier, alors que les interrogatoires se poursuivent, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur un des propriétaires qui n'habite plus son condo, Mirko Quist. Ils remarquent que l'homme ressemble étrangement au mystérieux individu sur les bandes vidéo. Quist collabore avec les enquêteurs. Il indique avoir croisé Linda McInnes à de rares reprises par le passé, alors qu'il occupait toujours son condo. Lorsqu'on lui montre des images de l'homme soupçonné d'être impliqué dans la disparition de Linda McInnes, Quist mentionne ne pas le reconnaître. L'homme intrigue toutefois les enquêteurs. Le physique de l'individu et le style pouvaient correspondre à la personne vue sur la vidéo. Il devient donc un sujet d'importance pour nous à ce moment-là. Moins de 2 heures après avoir quitté Quist,
les enquêteurs décident de le rencontrer de nouveau. Son comportement avait complètement changé. Il était devenu en état d'ébriété. Et quand les policiers ont tenté de se montrer les images du suspect, il semblait complètement désintéressé. Il ne voulait pas regarder une deuxième fois. Il a quitté le véhicule en disant « Je peux pas vous aider ». Le comportement de l'homme emmène les enquêteurs à le considérer comme le suspect principal. Mais qui est Mirko Quist? Mirko Quist naît le 19 juillet 1972 au Québec. Cadet d'une famille de 2 enfants, il grandit avec un grand frère avec lequel il entretient des liens étroits. De ce qu'on en comprend, ses parents étaient peu présents. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas intégré les normes, qui se permet de transgresser les normes, probablement parce que ses parents n'étaient pas là pour, justement, là, faire de la discipline puis imposer ces normes-là. À l'adolescence, Quist se désintéresse des études. Après avoir tenté à 3 reprises de compléter son secondaire 3, il abandonne l'école. L'autre chose que ça semble avoir amené chez lui, ce manque d'investissement-là, c'est une espèce de confiance de base que les gens ont. C'est les parents qui nous donnent ça, cette confiance-là, qui nous apprennent à être capables de réaliser des choses, d'investir dans l'avenir, d'avoir confiance en ce qu'on va faire, en ce qu'on va devenir. Et quand on n'a pas cette confiance-là, malheureusement, on n'investit pas dans l'avenir. Et il semble avoir une personnalité comme celle-là où la satisfaction du besoin immédiat prenait le pas sur investir pour l'avenir. Malgré sa faible scolarité, le jeune Quist parvient à se dénicher de petits emplois. À 16 ans, il quitte la maison familiale et emménage avec son frère. Quist commence alors à consommer des dérivés du cannabis et adopte des comportements antisociaux. Pour Quist, la consommation, c'est quelque chose qui était quand même important. C'est quelqu'un qui avait commencé à consommer des dérivés du cannabis dès l'adolescence. Le fait de consommer des dérivés du cannabis, ça va avec le diagnostic de personnalité antisociale. Et c'est quelque chose qui est un peu sournois dans le sens que le fait d'en prendre régulièrement, ça peut finir par affecter la personnalité et on a graduellement moins de considération pour les choses. En 1989, Quist, âgé de 17 ans, est reconnu coupable d'avoir provoqué un incendie criminel dans une poubelle. Il écope alors de 6 mois de probation et de 20 heures de travaux communautaires. En 1991, Quist, alors âgé de 19 ans, écope de 120 heures de travaux communautaires et de 3 ans de probation pour un vol qualifié perpétré avec 2 complices. Le jeune homme affirmera avoir été impliqué malgré lui dans cette histoire. C'est un individu qui avait déjà enfreint des lois, l'incendie, vol. Ça ne l'avait pas empêché de recommencer le fait que la loi, la justice l'avait attrapé et allait même le condamner. Vers 1998, Quist change enfin de mode de vie. Il retourne sur les bancs de l'école et poursuit une formation de cuisinier. Il décroche des emplois dans des milieux hospitaliers, dont le Centre hospitalier de l'Enfant Jésus. C'est alors qu'il rencontre une femme dont il devient éperdument amoureux. À peine 1 an après leur rencontre, la conjointe de Quist donne naissance à une petite fille. L'homme semble comblé. Mais l'enthousiasme de Quist est de courte durée. Rapidement, on se rend compte, surtout quand il s'agit d'un enfant en bas âge, qu'il faut donner beaucoup plus qu'on reçoit au départ. C'est un investissement à long terme, un enfant. Et souvent, les gens narcissiques, l'enfant répond pas à leurs besoins à eux immédiatement. Donc, au départ, on donne, et quand on est trop narcissique, on s'aperçoit que dans le fond, cet enfant-là ne nous retourne pas grand-chose et on peut se désintéresser assez rapidement. C'est ce qui semble s'être produit dans le cas de monsieur. Le bonheur du couple s'essouffle rapidement. Des conflits éclatent entre les conjoints concernant l'éducation de leur enfant. 2 ans après s'être rencontrés, ils mettent fin à leur union. Les gens narcissiques ont une espèce de déficit, une espèce de carence à l'intérieur qu'ils cherchent à combler. C'est ce qui fait qu'ils sont souvent rapidement déçus de leur environnement. Vers 2003, 3 ans après la rupture, Quist rencontre une femme avec laquelle il emménage. Excentrique et différente de son ancienne conjointe, il retrouve en elle des traits lui rappelant ses parents.
Quist semble enfin avoir trouvé une femme avec laquelle il pourra s'investir. Dans les jours suivant la première rencontre des autorités avec Quist, les enquêteurs tentent de l'identifier formellement. Ils présentent les images captées par les caméras de surveillance à ses anciens collègues de travail. Les enquêteurs, nous, on se présentait à son ancien travail, un endroit où il demeurait pour faire identifier la personne. Et c'est là qu'on se fait dire, oui, c'est Mirko Quist, cette personne-là. On va commencer à essayer de monter notre preuve parce qu'on a beau dire, oui, c'est lui qui est là, on ne l'a pas encore mis dans l'appartement en train de tuer Mme McInnes. L'enquête se retrouve devant une impasse. Les autorités devront alors poser un geste comptant peu de précédents pour arrêter et accuser Mirko Quist du meurtre de Linda McInnes. Le 14 janvier 2013, l'enquête sur la disparition de Linda McInnes, une femme sans histoire de 58 ans disparue depuis une semaine, prend une tournure dramatique. Après avoir découvert la présence du même suspect aux alentours de l'appartement de la femme et au volant de sa voiture, les autorités recherchent maintenant son meurtrier. Après avoir formellement identifié Mirko Quist sur les différentes bandes vidéo, ils analysent ses déplacements le soir de la disparition de la femme. On peut voir que Mirko Quist sort à l'extérieur, tente de localiser le véhicule de Mme McInnes parce qu'il y a de la neige, il ne connaît pas les voitures. Au bout d'une dizaine de minutes, réussit à quitter avec le véhicule. Alors, il va faire le tour de l'édifice avec la voiture. Il va aller stationner du côté de la porte-jardin, soit du côté est de l'immeuble. C'est le seul côté où il n'y a pas de caméra de surveillance. Les enquêteurs soupçonnent qu'à ce moment-là, l'homme transportait le corps de Linda McInnes dans sa voiture, dans le but d'en disposer. Ils perdent momentanément la trace du véhicule avant de le localiser roulant en direction nord dans le quartier Limoilou. Les bandes vidéo indiquent alors qu'il est 1h30. Et ce n'est qu'à 1h56 qu'on localise la voiture dans le stationnement où Quist l'abandonne. Les enquêteurs émettent alors l'hypothèse que Quist a disposé du corps pendant cette demi-heure. Mais l'étendue des recherches à faire sur le terrain et les récentes chutes de neige rendent impossible toute tentative de retrouver rapidement la dépouille de Linda McInnes. Sans corps, les enquêteurs doivent trouver un autre moyen pour inculper Quist. Il y a plusieurs techniques qui sont employées. Il va y avoir des mandats qui vont être sortis pour avoir les comptes bancaires. Son entourage va être rencontré. Ensuite de ça, on continue toutes les recherches alentour pour essayer de trouver le plus d'éléments de preuve possible. Vers la fin du mois de janvier, on décide de mettre Quist sous filature dans l'espoir qu'il se compromette et révèle l'endroit où se trouve le corps de Linda McInnes. Entre-temps, les enquêteurs compilent toujours des informations sur le passé de l'homme. En 2007, Mirko Quist semble toujours entretenir une bonne relation amoureuse avec une femme qui partage sa vie depuis maintenant 4 ans. Pourtant, son comportement et sa personnalité commencent à changer. Il se désintéresse de son métier de cuisinier et décide de se réorienter. Alors, dans la mi-trentaine, il retourne une nouvelle fois aux études. Il entre au Centre de formation professionnelle de Limoilou pour compléter une formation en comptabilité. Souvent, les individus qui ont un trouble de personnalité ont une souffrance à l'intérieur, mais ces gens-là ne réalisent pas que la souffrance, elle est en dedans d'eux, qui la transportent indépendamment de l'endroit où ils vont être et indépendamment des gens avec qui ils vont être en relation. Fait que souvent, ces gens-là vont penser que si leur vie n'est pas agréable, si leur vie les satisfait pas, c'est à cause de la personne avec qui ils sont ou de l'environnement ou du travail. Donc, ils vont chercher à aller voir ailleurs. 3 ans plus tard, suite à sa formation, Quist décroche un poste comme responsable du traitement de la paye chez un développeur de jeux vidéo de la ville de Québec. La même année, son frère, avec qui il entretient des liens étroits, part faire un long voyage autour du monde. Des personnes significatives qui étaient vraiment investies par lui, il ne semble pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, la personne avec qui il avait peut-être la relation la plus authentique, c'était son frère.
Mirko, il était proche, mais on le connaissait pas. Il était distant envers tout le monde, puis son cercle d'amis, d'après moi, il était pas grand. Il voulait rien nous montrer, rien de sa personnalité, il voulait pas avoir des échanges. Moi, j'en ai conclu que c'était son mode de vie, tout simplement, un peu sauvage, puis il faisait ce qu'il avait à faire, puis il s'occupait pas des autres, puis les autres s'occupaient pas de lui. Quelques mois plus tard, Quist apprend une terrible nouvelle. Son frère, toujours en voyage, est maintenant porté disparu. Pendant 5 jours, je pense qu'on a cherché le corps avant de le retrouver dans un ravin. Et monsieur avait été touché, affecté par le fait que son frère était disparu. Dévasté par la mort de son frère, Quist change de comportement. Donc, il se retrouve à ce moment-là vraiment tout seul au monde. Et c'est à ce moment-là que les caractéristiques de notre personnalité ressortent encore plus. Donc, il va avoir besoin de combler cette peine-là, ce manque-là, en étant encore plus narcissique, en ayant encore plus besoin d'être valorisé et en ayant encore plus le besoin de satisfaire des besoins immédiats. Quist consomme de plus en plus d'alcool et aurait plusieurs relations extraconjugales. Souvent, les gens vont le rationaliser, vont le justifier en disant « ma conjointe me comble pas, donc je suis justifié d'aller chercher ça ». Les gens ne réalisent pas que le problème est en dedans d'eux. Ils sont en train de vivre un deuil qu'ils ne sont pas capables de faire. La souffrance est là, leur quotidien ne leur plaît plus, ils vont en chercher plus à côté en pensant que ça va les combler. En août 2011, après 8 ans de vie commune, Quist quitte sa conjointe. Pour fuir son mal de vivre, il adopte un mode de vie débridé. Il augmente sa consommation d'alcool et multiplie les conquêtes pour assouvir ses pulsions sexuelles. À court terme, ça peut fonctionner, mais à moyen et à long terme, on s'enfonce, on pèle le problème en avant et on va réaliser qu'en voulant régler ce problème-là, on se retrouve peu de temps après avec encore plus de problèmes. En octobre 2011, Quist, impulsif, achète un condo. Il croise à quelques occasions sa voisine de palier, Linda McInnes. Il trouve la femme attirante, mais se refuse toutefois de l'approcher. Quist prend goût au luxe et invite ses différentes conquêtes dans des restaurants avant de les ramener dans son nouveau condo. Quist peut difficilement s'offrir ce style de vie et se voit rapidement dans l'obligation de déclarer faillite. Incapable d'acquitter l'hypothèque du nouveau condo qu'il vient d'acheter, il parvient curieusement à en garder possession et à louer un studio. Il maintient malgré tout les apparences d'un homme qui connaît du succès. Il avait l'air à rouler dans le haut de gamme. Il était tout le temps bien mis. D'après moi, c'était son rythme de vie habituel, là. On devient dépendant de ce mode de vie-là et à ce moment-là, le besoin de se trouver de l'argent devient un besoin constant. Entre janvier et juin 2012, Quist, qui s'occupe du traitement de la paie dans une entreprise de jeux vidéo, élabore un plan pour régler ses problèmes financiers. Il s'occupait de la paye, puis lorsque des employés partaient, il continuait à déclarer ces gens-là comme s'il y avait des heures ou des contrats de travail, puis c'est lui qui faisait déposer l'argent dans son compte. La combine, le setup qu'il avait mis pour faire cette fraude-là, c'était quand même assez ingénieux. Donc, je pense, il y avait vraiment l'impression de moi qu'il ne se ferait pas prendre. Quist a déjà volé plus de 15 000 $ lorsque ses employeurs découvrent enfin ce qui se passe. Mais plutôt que de faire face à ses responsabilités, Quist choisit encore la fuite. Il était enquêté pour avoir fraudé son employeur et une fois interrogé par les policiers pour ce crime, au lieu d'avoir des remords et de vouloir remettre l'argent qu'il avait, on a quitté pour un beau voyage de 50 jours en France à ce moment-là. C'est sûr que pendant cette période-là, on peut oublier nos problèmes, mais une fois qu'on en sort, là, les problèmes ont augmenté. On ne paye pas nos dettes, on n'a rien devant soi. Puis quand on arrive à la réalité à laquelle on doit faire face, elle devient presque insurmontable. Le 11 février 2013, quelques semaines après avoir mis en place une filature sur Mirko Quist, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Le présumé meurtrier reste sur ses gardes et évite de leur fournir le moindre indice qui pourrait les mener au corps de Linda McInnes.
Ils décident de changer de stratégie et le mettent en état d'arrestation. Les enquêteurs n'ont pas encore recueilli toutes les preuves pour que la culpabilité de Quist soit reconnue. Ils ont besoin des aveux de l'homme. Mais arriveront-ils à le faire fléchir? Le 11 février 2013, le service de police de la ville de Québec met en état d'arrestation Mirko Quist. Le corps de sa victime, Linda McInnis, demeure toutefois introuvable. Les enquêteurs conduisent Quist au poste de police cité Limoilou et l'interrogent dans l'espoir de lui soutirer des aveux. Lors de son arrestation, Mirko Quist, en interrogatoire, il a dit toujours la seule parole. Mon avocat m'a dit de ne pas parler. Donc, il va faire aucune déclaration. Il va s'en tenir à cette phrase-là. Donc, c'est un enquêteur qui va faire un monologue d'environ 7 heures. N'ayant toujours pas retrouvé le corps, les policiers tentent de susciter l'empathie de Quist pour la famille de Linda McInnis. Il lui rappelle les longs moments d'angoisse qu'il avait lui-même vécus lorsque les policiers recherchaient son frère. Mais Quist garde le silence. Les enquêteurs sont de retour à la case départ. Ils croient que Quist a sans doute enseveli le corps de Linda McInnis sous la neige. On avait bon espoir qu'on puisse récupérer le corps de Mme McInnis le printemps venu. Parce que quand on n'a pas de corps, c'est dur de dire ce qui s'est passé et de dire les circonstances exactes. Le lendemain de l'arrestation de Quist, malgré le fait que le corps de sa victime n'ait pas été retrouvé, les autorités décident d'aller de l'avant. Ils déposent une accusation d'homicide involontaire contre Mirko Quist. Accuser quelqu'un d'homicide ou de meurtre sans avoir un corps, c'est pas quelque chose qui se fait très fréquemment. Mais notre enquête démontrait vraiment que Mme McInnis n'était pas dépressive, n'était pas suicidaire, avait des plans pour la fin de semaine qui s'en venait. Donc, à ce moment-là, on pouvait s'avancer avec des discussions avec le procureur de la Couronne pour dire c'est effectivement un homicide. Oui, on n'a pas le corps, mais il n'y a aucune autre hypothèse qui fonctionne. Le 12 mars, un peu plus de 2 mois après la disparition de Linda McInnis, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats des échantillons soumis au laboratoire médico-légal. Il y a une concordance avec les traces d'ADN retrouvées sur une serviette tachée de sang de la victime et le profil génétique de Quist. Cela leur permet enfin de démontrer hors de tout doute que Quist était sur les lieux du drame. Plus d'1 mois après l'arrestation de Quist, le printemps s'installe et la neige commence à fondre comme l'espéraient les enquêteurs. S'ils trouvent le corps de la femme, ils pourraient alourdir l'accusation portée contre le meurtrier. Ils reçoivent alors un appel de l'avocat de l'accusé. L'accusation d'homicide involontaire peut être changée à partir du moment où il n'a pas plaidé coupable. Alors, on pense que stratégiquement, voyant le redout et la neige fondre et sachant qu'on risquait de retrouver le corps dans les prochains jours, il décide avec ses avocats de contacter la Couronne pour dire qu'il est prêt à plaider coupable. Quist plaide coupable et accepte enfin de faire des aveux. Moi, j'arrête pas de penser à la famille McInnis. Là. Je l'ai vécu avec mon frère en Nouvelle-Zélande. Là. Fait que, tu sais, c'est triste. Pour Linda, je peux plus rien faire. J'ai beaucoup de regrets. Mais la famille, elle reste là. Puis je sais que pour leur deuil, ils ont besoin ils ont besoin du corps. C'est important. Alors qu'ils livrent un récit des événements ayant mené au meurtre de Linda McInnis, les enquêteurs convainquent Quist de les accompagner sur la scène du crime. Sur place, ils captent sur vidéo l'homme qui donne sa version de l'histoire ayant conduit au meurtre. Je te suis et explique-moi comment ça se passe. Le 4 janvier, après avoir bu 2 bouteilles de vin, Quist passe à son condo afin d'y récupérer son courrier et des effets personnels. Enivré, il croise Linda qui entre chez elle. Il nous raconte qu'il y avait déjà eu certains fantasmes sexuels par rapport à Mme McInnis. Il nous a mentionné ça. Et il précise que ce soir-là, il a croisé par hasard Linda McInnis dans le corridor.
Les deux voisins échangent quelques paroles de courtoisie. Et toujours selon Quist, Linda lui aurait alors proposé de voir les récentes rénovations faites chez elle. Mirko Quist a dit que lui avait été invité à l'intérieur et qu'il sentait, dans les premières minutes, qu'il sentait qu'il y avait une connexion entre les deux et qu'il y avait peut-être une ouverture pour des gestes à caractère sexuel. Et là, on continue, on passe un petit peu, puis c'est là qu'elle me montre, c'est ça, ici au plafond, qu'elle a eu des dégâts. Puis là, je suis chez elle, elle est genre vêtue, j'ai bu un petit peu, puis elle est gentille. J'ai comme l'impression qu'il y a une ouverture, là. Quist s'approche de Linda et lui caresse un sein. Paniquée, Linda le gifle. Quist tente de la maîtriser, mais la femme se défend. C'est là que madame s'est mise à hurler, et puis lui a mis une main sur la gorge en voulant dire cesse de crier, tais-toi, tu vas éveiller tout le monde dans le bloc. Et puis madame l'aurait griffé, et puis c'est à ce moment-là qu'il a serré plus fort. Je l'ai grippé, c'était plus parce que elle s'est mal crié, ça m'a fait... J'ai juste complètement paniqué, je voulais juste qu'elle arrête de crier. Un narcissique qui a pris l'alcool, qui se fait rejeter, et de façon assez brusque aussi, c'est à peu près évident qu'il a dû réagir violemment. Puis c'est là que tu te ramasses par-dessus elle, Ouais. tu l'étends. Oui. Là, c'est la panique absolue, puis à un moment donné, j'ai plus de son, plus d'image. Et puis c'est là qu'il va mentionner là, avoir vue noire. Donc, il va dire ne pas se souvenir des quelques minutes qui vont s'en suivre. Après ça, il se réveille, il est à genoux sur Linda McInnes, et puis là, il se rend compte qu'elle est morte. Quand je prends conscience qu'elle est décédée, moi, je suis au-dessus, je suis assis, je suis là. Pour toi, c'est clair qu'elle est morte. Elle peut pas être juste être sans connaissance. Pas avec la face, là. Malgré l'horreur de son crime, Quist parvient à garder son sang-froid et tente de déplacer le corps de sa victime. Et puis là, il se dit qu'il faut qu'il dispose du corps. Alors là, il va transporter le corps dans l'appartement, mais un corps inerte, il se rend compte que c'est pas si facile que ça à déplacer. Je les bras sur les jambes, je ramène, c'est là que je me rends compte à quel point c'est pesant. Puis c'est là que ça confirme à 200% qu'elle est décédée aussi, là. Juste la façon que même son corps est lourd et tout ça. Dans la peur d'être pris en flagrant délit, qu'a fait Mirko Quist du corps de Linda McInnes? Le 22 mars 2013, Mirko Quist livre aux enquêteurs sa version du meurtre de Linda McInnes, commis plus de 2 mois auparavant. Après avoir étranglé la femme, Quist cherche à se débarrasser du cadavre. Il déplie alors un drap sur lequel il dépose sa victime, avant de lui ligoter les pieds pour la déplacer plus facilement. Je veux ça le transporter et le déposer sur la couverture. Sur la couverture, puis là, j'allais entreprendre de bien le fermer pour pouvoir le déplacer par la suite. Le meurtrier trouve ensuite les clés de la voiture de Linda et sort de l'appartement. Et il va aller dans le stationnement en pesant sur le bouton de débarrage de porte pour essayer de trouver la voiture. Il connaît pas les marques de voiture. Il voit que c'est un Toyota, mais il n'a aucune idée de lequel. Il va trouver la voiture. Après plusieurs tentatives, Quist parvient à conduire la voiture et la stationne tout près de la porte arrière de l'immeuble. Quelques instants plus tard, il revient dans le condo et commence à tirer le corps de Linda vers la porte. Il la sort à l'extérieur et la traîne jusqu'au véhicule. Quist dépose ensuite son corps dans le coffre arrière et s'installe derrière le volant. Il roule pendant 2 kilomètres et s'arrête dans un quartier industriel.
On va être ici à droite. Si on regarde le chemin qui est là. Les gens, on sait, ont l'habitude d'aller dans des milieux qui leur sont familiers. Puis, dans le cas de Mirko Quist, il avait déjà travaillé au centre hospitalier de l'Enfant Jésus. Et directement sur le coin de Henri Bourassa et du chemin de la Canardière, il y a un garage municipal qui est là. Quist dépose le corps de Linda McInnes dans un banc de neige. Il quitte rapidement la scène, roule encore et abandonne finalement la voiture boulevard des Capucins avant de marcher jusqu'au condo de sa victime. Quist s'efforce alors de faire disparaître les traces de son crime. Après avoir livré les détails de l'horrible meurtre, Quist accepte de conduire les policiers à l'endroit où il s'est débarrassé du corps de Linda McInnes. J'ai l'impression que ça joue entre ça. Dans mes 20-21 ans de carrière, présentement, j'ai jamais vu un individu qui allait nous mener à un cadavre. C'était la première fois pour moi que je voyais ça. Une fois le lieu identifié, les policiers utilisent une pelle mécanique pour enlever les premières couches de neige et font ensuite appel à des techniciens qui déblaient plus soigneusement afin de garder le corps de Linda McInnes intact. Des proches de la femme ont alors la lourde tâche d'identifier le corps de la victime. Le 26 mars, le rapport d'autopsie confirme la version du meurtre telle que décrite par Quist. On voit chez cet individu-là, dans les mois qui ont précédé le crime, une dégringolade qui s'accentuait. Une dégringolade où les pertes s'additionnent suite au décès de son frère, la perte de son emploi, les accusations pour la fraude, la perte de son couple. Cet individu-là est en chute libre et les moyens qu'il met pour essayer de compenser vont lui nuire, soit de multiplier les conquêtes sexuelles, l'alcool. Donc, au lieu de céder, cet individu-là est en train de s'enfoncer, c'est évident. À l'issue de son procès, le 14 février 2014, soit un peu plus d'1 an après le meurtre de Linda McInnes, Mirko Quist écope d'une peine de 10 ans de prison pour homicide involontaire. Certains experts entendus à la Cour considèrent que son risque de récidive est faible, alors que d'autres doutent de ses possibilités de réhabilitation. Peut-être qu'il pourrait investir le temps où il va être en détention pour travailler sur lui. Ça dépend vraiment comment il va réagir. Est-ce qu'il va devenir encore plus aigri contre la vie puis encore plus frustré? À ce moment-là, ça en ferait de quelqu'un de dangereux, surtout s'il consomme. Est-ce qu'il va avoir un certain repentir, qu'il va être capable de prendre du recul sur ses problèmes à lui, sans les mettre sur l'extérieur? À ce moment-là, ça donnerait peut-être une chance de ne pas récidiver. Les proches de la femme, submergés par la douleur, parviennent tout de même à faire face au meurtrier et à livrer de vibrants témoignages. Ils pleurent la perte d'un être cher, victime d'un meurtre crapuleux. Ils sont incapables de pardonner à Mirko Quist. Le souvenir du destin tragique de Linda McInnes restera à jamais gravé dans la mémoire de ses proches. C'est sûr que ça te peine beaucoup de voir que ça a pu lui arriver à elle. Parce qu'en réalité, Linda, c'est une personne qui n'avait aucune méchanceté en elle, puis qui n'aurait jamais fait de mal à personne. De voir qu'elle puisse finir comme ça, là, c'est désolant. Certaines personnes n'ont pas reçu l'enseignement nécessaire à la bonne compréhension et au respect des règles imposées en société. Cela peut mener au développement de troubles de comportement déviants et importants. Les témoins de tels comportements doivent prendre le temps d'aider leurs proches pris dans cette spirale avant que des événements graves ne surviennent. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? En 98, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être le meurtrier de son père. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort.
Un tueur si proche. La semaine prochaine, au Vendredi policier. S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. Motard espion. Dans un instant, au Vendredi policier.